Alors, je vais parler du théorème de décomposition de Frobenius, pas vraiment sa preuve. C'est-à-dire que ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens l'ont dans leur musette pour leur développement à l'agrégation. Bon, alors évidemment, l'agrégation, je suis en train de parler de l'agrégation externe, parce que l'interne, là, c'est au-delà, c'est beyond the scope. Mais le théorème de décomposition de Frobenius, un certain nombre d'étudiants de l'externe ont ça voilà, parmi leur développement. Ensuite, ils auront à en répondre, c'est-à-dire, c'est bien d'en parler, mais après, il y aura des questions. Donc, je voudrais parler des questions de jury autour de ça, mais d'abord, on va parler de ce théorème. Ce théorème, c'est un espèce de théorème limite, c'est la clôture, finalement, de l'histoire, de la réduction, puisqu'on arrive finalement à associer à un endomorphisme un certain nombre de polynômes de façon unique et de sorte à ce que deux endomorphismes sont semblables ou deux matrices sont semblables si et seulement si elles ont même polynômes invariants de similitude. Et oui, toutes les histoires ont une fin, et la fin de l'histoire de la réduction, c'est ce théorème. En tout cas, pour moi. Après, ceux qui ont aimé cette histoire-là, il y a la saison 2. S'ils veulent la saison 2, c'est la théorie de Carquois, que vous pouvez trouver une introduction de la théorie de Carquois dans le tome 2 de Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, le tome de 2015, où le chapitre 3 est consacré à la théorie de Carquois. On va pas se mentir, c'est chaud patate, mais c'est génial, c'est captivant. Et en attendant, étant donné que c'est une borne, étant donné que c'est la fin d'un truc, bien évidemment, souvent, quand vous en parlez, vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience de la chose. Oui, on est sur la frontière, donc il n'y a pas de voisinage ouvert, quoi. Bon, normal. Donc, justement, cette vidéo, c'est pour avoir un minimum d'expérience autour de ce théorème. D'abord, on va regarder le prequel. On a E, un espace de dimension finie, U dans L de E, X dans E, ce qu'on appelle le polynôme minimal local mu UX, c'est un polynôme qui existe, qui est unique, quand il est unitaire, tel que mu UX divise P, le polynôme P, de K de X, évidemment, on est sur K de X, dès que P de U annule X. Voilà. Il se trouve que ce polynôme, on montre qu'il existe, qu'il est unique, c'est-à-dire que l'ensemble des polynômes annulateurs de X via U, eh bien, c'est un idéal, et un idéal de K de X est engendré ici par un unique polynôme unitaire, bon, c'est un idéal non nul, évidemment, qui divise d'ailleurs le polynôme minimal mu U. Voilà, il suffit de savoir ça. Maintenant, je vais énoncer le théorème, et comme c'est un beau théorème, comme c'est un théorème final, comme c'est un feu d'artifice, on peut l'aborder par plein de différents aspects, et voici le théorème sous trois aspects, au moins trois aspects. Donc, soit U dans L de E, il existe une unique suite. Donc on va dire P1, P2 jusqu'à PS, où PS divise PS-1, qui divise, etc., qui divise P2 et qui divise P1, d'accord, de polynômes unitaires non constants. Alors S est donné, il existe aussi S, qui vérifie les conditions. Alors toutes ces conditions sont équivalentes, il suffit qu'il en vérifie une, et il vérifiera les autres. Alors, la décomposition de Frobenius de E, c'est-à-dire E est une somme directe de K de U, de ce qu'on appelle des sous-espaces U cycliques, d'accord? Donc ça, c'est le plus petit espace U stable contenant XI, d'accord? Avec XI tel que, donc on a une somme directe de sous-espaces cycliques, avec mu U XI égale justement PI. Voilà. Le mu UX qui est ici. Ceci qui ressemble beaucoup, et qui est le cousin très très proche du théorème de structure des groupes abéliens finis, si vous le connaissez. On a une décomposition de tout groupe abélien fini en somme, finalement, en somme, en produit de groupes cycliques.
avec toujours la même condition de divisibilité pour avoir l'unicité. Hein, la divisibilité, c'est là pour avoir l'unicité. Deuxième condition qui est équivalente à la première, il existe une base B, telle que la matrice de U dans B, c'est une matrice diagonale par bloc, où chaque bloc, c'est la matrice compagnon de PI. Je rappelle juste qu'est-ce que c'est que les matrices compagnons. Si vous avez P, un polynôme de degré K, ici, qui s'écrit comme ça, unitaire, évidemment, CP, vous mettez des 1 sur la sous-diagonale, et sur la dernière colonne, vous mettez moins A0, etc., moins A, K-1. Voilà. Exception, juste, c'est pas vraiment une exception, mais juste pour savoir, quand K égale 1, qu'est-ce qu'on met? Le polynôme X moins lambda, on met juste lambda. Voilà. Troisième condition, si A, c'est la matrice de U dans une base quelconque, voilà, alors X, IN moins A est K de X équivalente à cette matrice, donc P1, etc., PS, voilà, et ensuite on remplit les autres avec les autres éléments de la diagonale avec des 1, et là on met des 0 partout, voilà. Alors ça veut dire quoi, K de X équivalente? Ça veut dire qu'il existe deux matrices PQ inversibles, telles de Mn de K de X, d'accord, telles qu'on a cette égalité. Alors peut-être que vous connaissez, mais quand on est sur un anneau principal, c'est plus facile à démontrer quand on est sur un anneau euclidien, mais une matrice à coefficient dans un anneau, on va dire euclidien, est équivalente à une matrice diagonale avec des PI comme ceci, hein, sur la diagonale, et ils se divisent tous. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les invariants de Smith. Donc en fait, les PI, ce sont les invariants de Smith de la matrice XIN-A, qui est à coefficient dans Mn de K de X. Il faut bien surtout connaître l'aspect 1 et 2. Si vous connaissez l'aspect 3, c'est très bien. Donc ces polynômes sont les polynômes invariants de similitude. On montre qu'il y a unicité, on va en parler un petit peu, de cette unicité, d'où elle vient en fait. U est semblable à V, donc deux endomorphismes sont semblables, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent de la même manière dans deux bases différentes évidemment. Si et seulement si ils ont même polynôme invariant de similitude, donc bon là ça y est, c'est le point final finalement de tout ce graal de la réduction qu'on suit depuis la licence finalement, le L2. Donc ça c'est facile à démontrer parce que avec deux, hein, si U est semblable à V, alors forcément U va s'écrire sous cette forme diagonale, avec les PI qui se divisent, et V va s'écrire sous cette forme aussi, dans une autre base. Donc, on peut leur associer ces polynômes-là, qui sont uniques. Et donc, ils ont même polynôme invariant de similitude. Réciproquement, s'ils ont même polynôme invariant de similitude, forcément, ils vont être semblables, puisqu'ils vont s'écrire de la même manière, dans des bases différentes. Voilà. Au passage, on se rend compte que A est semblable à B si et seulement si xn moins A est K de X équivalente à xn moins B. Alors dans un sens, c'est évident, c'est-à-dire si A est semblable à B, xn moins A est semblable, donc équivalente à xn moins B, mais la réciproque n'était pas du tout évidente. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur le théorème. Maintenant, on va regarder des petites choses. Hein, et d'abord, la première remarque, c'est que le polynôme minimal de U, regardez quel est le polynôme minimal d'une matrice compagnon. On sait normalement qu'une matrice compagnon, son polynôme caractéristique c'est P, et son polynôme minimal c'est P. Donc tous ces blocs-là vont être annulés par les PI. Mais dire que c'est annulé par les PI, comme P1 c'est le plus grand pour la divisibilité, ça veut dire que c'est annulé par P1. Donc le polynôme minimal d'ailleurs on pourrait le dire comme ça, le polynôme minimal d'une matrice diagonale par bloc, c'est le PPCM,
des polynômes minimaux des blocs. Mais comme les polynômes minimaux, c'est les pays et qui se divisent tous comme ça, le polynôme minimal de U, eh bien, c'est exactement P1. En revanche, le polynôme caractéristique, ça se calcule avec le produit. Donc vous voyez, vous avez le polynôme minimal, ça correspond au PPCM des blocs, et le polynôme caractéristique, c'est le produit des polynômes caractéristiques des blocs, et les polynômes caractéristiques, c'est les pays. Donc vous avez mu U égale P1, mais qui U égale le produit des pays. Voilà. Qu'on peut aussi voir avec l'équivalence ici. Encore un petit truc à savoir, c'est que si vous regardez une matrice compagnon, donc cette matrice-là, et vous voulez les invariants de similitude de cette matrice compagnon, et ben c'est juste P, et puis 1, 1, 1, 1, 1. Bah oui, vous voyez bien pourquoi, puisque on a dit son polynôme minimal c'est P, et son polynôme caractéristique c'est P. Donc P1 c'est ça, qui U c'est le produit de pays, bah forcément les autres pays sont forcés d'être égaux à 1. Réciproquement, si une matrice a pour polynôme invariant de similitude P1, 1, 1, 1, alors forcément, eh ben, on sait qu'elle va être semblable, d'après 2 ici, à CP. Voilà. Inversement, vous avez remarqué, ça j'ai oublié de le dire, que la somme des degrés des pays, forcément, donc c'est la somme des tailles des matrices compagnons, donc ça va faire n, la dimension de E. Voilà, I de 1 à S. Donc réciproquement, si le seul polynôme invariant de similitude, si S égale 1, et le seul polynôme invariant de similitude c'est P, eh bien P est forcément de degré n, d'accord? Donc ça va être à la fois le polynôme caractéristique et aussi le polynôme minimal. Et d'après 2, eh bien, votre matrice, elle sera semblable, puisque dans une autre base, eh bien, elle sera semblable à la matrice juste CP, hein, elle qui va prendre toute la place. Il y aura juste CP qui va être de taille n. Parce que le polynôme est de degré n avec ça. Très bien. Voilà. Alors maintenant, bon, on s'est un petit peu mis en jambes. Là maintenant, je vais donner des petites questions de jury, hein, pour être à l'aise si jamais vous présentez ce théorème. Alors, première salle de questions, essayez de comprendre le cas cyclique. Déjà, quand il n'y a qu'un seul polynôme invariant de similitude. S égale 1. Voilà. Caractériser, est-ce que vous pouvez caractériser le cas cyclique au niveau de l'espace, au niveau des matrices, au niveau des polynômes, et au niveau topologique, si, évidemment, K égale R ou C. Voilà. On va dire C, ce serait peut-être un peu mieux de dire C, mais bon, R, c'est bon aussi. Quelles sont les matrices cycliques nilpotentes? Donc, les matrices qui n'ont qu'un seul polynôme invariant de similitude et nilpotentes. Bon. Quelles sont les matrices cycliques diagonalisables? Voilà. Déjà, quelques questions. Première salle de questions de jury. Alors, donc, quelques réponses. Caractériser le cas cyclique. Alors, dans l'espace, ça veut dire qu'il existe dans l'espace un X dans E, tel que E est le plus petit sous-espace stable par U contenant X. En gros, c'est K de U X, c'est égal à P de U de X, l'ensemble des P de U de X quand P parcourt K de X. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un sous-espace cyclique. Donc c'est ce qu'on appelle un sous-espace cyclique, et ça fait penser au groupe cyclique, c'est-à-dire qui a qu'un seul générateur finalement. Un groupe cyclique, c'est le plus petit sous-groupe, voilà, qui contient ce générateur. Tout en étant de cardinal fini pour le groupe cyclique et de dimension finie pour E. Très bien. Maintenant, au niveau des matrices, on l'a dit, c'était le 2 du théorème. A est semblable à CP, c'est-à-dire il existe un P, de degré forcément n, tel que A est semblable à la matrice compagnon CP. Maintenant, au niveau des polynômes, eh bien, une matrice cyclique, ou un endomorphisme cyclique, c'est juste un endomorphisme
tel que qui A égale mu A. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu que c'était équivalent, ou qui U égale mu U. Parce qu'évidemment, le premier polynôme invariant de similitude, ça va être mu, et le produit des polynômes, ça va être qui, donc forcément, qui égale mu. Et réciproquement, si qui égale mu, d'après ces deux formules qu'on a eues sur mu et qui, eh bien, c'est qu'il n'y a qu'un seul polynôme invariant de similitude. Très bien. Maintenant, topologiquement, alors, c'est pas une caractérisation topologique, mais c'est une propriété topologique. Regardez, l'ensemble des matrices cycliques, c'est un ouvert de Mn de C. Et on va même voir que c'est un ouvert dense. Mais pour l'instant, c'est facile de voir que c'est un ouvert. Regardez quand même, c'est instructif. Pour x dans E, donc je fixe x dans E, et je vais appeler OX l'ensemble des matrices A de Mn de C, telles que x, ax, etc. jusqu'à an-1x est une base de E. Bien sûr, de bon. Forcément, si j'écris A avec des coordonnées, ces coordonnées matricielles, les AIJ, ça se dit, on fixe X, qui est un paramètre finalement, ça se dit avec un déterminant. Donc c'est un déterminant non nul, donc c'est un polynôme en les AIJ qui est non nul, une fonction continue non nulle, donc c'est un ouvert. Donc ça, OX est ouvert. Bon, parce que ça se dit avec un déterminant non nul. Et qu'est-ce que c'est qu'une matrice cyclique? Une matrice cyclique, c'est une matrice où il existe X tel que ceci, ça va être une base. Bon, donc, en tout cas, ça va être générateur, et évidemment, voilà, ça va être une base. Et donc, finalement, ça veut dire que l'ensemble des matrices cycliques, c'est la réunion des OX pour X appartenant à E. Donc, c'est une réunion d'ouverts, c'est un ouvert. Bien. Maintenant, cyclique nilpotente. Quelles sont les matrices cycliques nilpotentes? Eh bien, pareil. Nilpotente, ça veut dire que mu U est de la forme xk. Cyclique, ça veut dire que qui U égale mu U. Donc ça veut dire que qui U c'est xk, mais qui U est de degré n. Donc qui U égale xn, donc k égale n. Ça veut dire que ce sont les matrices, finalement, nilpotentes d'indice n. Et d'après la partie I du théorème de tout à l'heure, c'est si et seulement si A est semblable à la matrice compagnon de Xn, puisque le seul, l'invariant de similitude, le seul invariant, c'est Xn. Donc on a juste la matrice compagnon de Xn, qui est justement, remarquez-le, c'est important de le remarquer parce que ça fait un lien, c'est le bloc de Jordan indécomposable de taille n. Donc si et seulement si, finalement, A est semblable à ce bloc de Jordan. Ok. Quelles sont les matrices cycliques diagonalisables? Donc pareil, vous prenez mu U. Si c'est diagonalisable, ça veut dire que mu U est scindé-simple, c'est si et seulement si, mais avec k éléments, vous avez k valeur propre. Et donc, comme c'est cyclique, c'est aussi égal à qui U. Mais k égale n. Donc ça veut dire qu'il y a exactement n valeurs propres, 2 à 2 distinctes ici, puisqu'il n'y a pas de multiplicité. Donc en fait, l'ensemble des matrices cycliques diagonalisables, c'est exactement l'ensemble des matrices à n valeurs propres 2 à 2 distinctes, dont on sait, si on connaît un peu le résultant, que c'est un ouvert dense, parce que si vous regardez l'ensemble des matrices A de Mn de C et vous associez le discriminant de leur polynôme caractéristique, d'accord, discriminant de qui A, c'est-à-dire le résultant de PA et de P'A, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir que les matrices à n valeurs propres 2 à 2 distinctes, c'est les matrices qui correspondent à quelque chose de non nul par cette image, d'accord, tel que le discriminant de qui A est différent de 0. Voilà, c'est juste ça, quand on est sur C, par exemple. Et donc, finalement, on sait que c'est un dense. Ça se montre. Vous pouvez le voir dans Carnet de voyage en algébrie. Pourquoi c'est dense? Donc, on avait un ouvert. Alors, d'accord, donc on a un ouvert parce que c'est l'image réciproque d'une application continue, l'image réciproque de C étoile pour une application continue, et on sait que c'est dense. Donc, ça veut dire en gros que l'ensemble des matrices cycliques, c'est un ouvert, et ça contient un ouvert dense.
Donc vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Quand vous avez dit ouvert dense, il y en a pléthore. Hein. Voilà, maintenant qu'on a étudié le cas cyclique, on va étudier le cas beaucoup plus rare, du coup, complètement opposé, qui va être beaucoup plus rare. Le cas opposé à S égale 1, c'est quand S égale N. Donc, que se passe-t-il quand S égale N? Question de jury. Bon, alors la réponse, elle est très simple, si S égale N, puisque la somme des degrés de I égale 1 à S est égale à N, et que S est égal à N, donc ici, on a N, finalement, ici, eh bien, ça veut dire que les degrés de PI, c'est forcément 1, hein, parce que tous les degrés sont strictement positifs, donc c'est forcément 1. Donc, comme les PI sont unitaires, ça veut dire que les PI sont égaux à x moins lambda I, et comme les PI se divisent entre eux, c'est que les lambda I sont tous égaux à un seul lambda. Donc, ça veut dire, d'après le 2 du théorème, que A est semblable à la matrice blocs compagnons, mais les blocs compagnons sont de taille 1, donc c'est juste ce qu'on avait dit, le cas particulier, c'est juste que des lambda. Voilà. Donc semblable à lambdaïde, ça veut dire que c'est égal à lambdaïde. Voilà. Donc A, c'est le cas opposé, c'est juste les matrices homothéties. D'ailleurs, entre parenthèses, vous pouvez remarquer que le commutant voit aussi disons, la dimension du commutant nous donne des idées de quel extrême on est. Si S égale 1, on a une matrice compagnon. Quand on a une matrice compagnon, le commutant d'une matrice compagnon est de dimension n. Et en fait, n, c'est le minimum qu'on peut avoir pour un commutant. En revanche, quand S égale n, le commutant, on sait que le commutant d'une matrice homothétie, c'est tout l'espace des matrices, donc c'est de dimension n2, et c'est le maximum. Vous voyez ? Voilà, bon, des petites choses comme ça à savoir. On continue maintenant à regarder un petit peu la pratique de Frobenius. Alors, on va voir maintenant la technique du brisé-rassemblé, qui est une technique qu'on retrouve dans le théorème de structure des groupes abéliens finis. Je vous pose la question suivante, je regarde la matrice diagonale par bloc, avec les blocs compagnons CQ1, CQ2, CQ3, je vais poser Q1 égale P2, QR3, Q2 égale P, Q2, R2, Q3 égale P, Q3, où P, Q et R sont des polynômes irréductibles de K de X, et je demande quels sont les polynômes invariants de similitude. Alors évidemment, si se divisaient comme dans le théorème, les polynômes, il n'y aurait pas de problème, ce serait Q1, Q2, Q3, voilà. Mais là, ils se divisent pas. Vous voyez, ils sont pas en train de se diviser. Donc, comment on modifie le tir, en quelque sorte, pour obtenir les polynômes invariants de similitude. Dans le même ordre d'idée, on prend A diagonalisable, avec qui A scindé. Mais cette fois-ci, c'est pas scindé simple, c'est scindé non simple. Voilà. Quels sont ces polynômes invariants de similitude? Voilà, même question. Alors, indication, la base du brisé-rassemblé, c'est que si P et Q sont deux polynômes premiers entre K de X, alors la matrice diagonale par bloc compagnon CP, CQ, d'accord, qui est de taille degré de P plus degré de Q, elle est semblable à la matrice compagnon de PQ, CPQ. Voilà. Bon, c'est presque évident en fait, hein, c'est une indication, parce que ça vous pouvez le montrer. Pourquoi? Parce que le polynôme minimal de CP, c'est donc P, le polynôme minimal de CQ, c'est Q, le polynôme minimal de la matrice diagonale par bloc CP, CQ, on a dit c'est le PPCM de P et Q, donc c'est le produit de PQ. Voilà. Maintenant, le polynôme caractéristique de CP est encore P. Le polynôme caractéristique de CQ, c'est encore Q. Donc le polynôme caractéristique de cette matrice-là, c'est P fois Q. Donc finalement, cette matrice-là, elle a pour polynôme minimal PQ, elle a pour polynôme caractéristique PQ aussi. Donc il y a égalité, donc elle est cyclique, et donc elle est semblable à une matrice compagnon, évidemment du polynôme minimal, qui est aussi le polynôme caractéristique, donc c'est semblable à CPQ. Voilà pour l'indication. Alors et maintenant, c'est à vous de faire, avec le brisé-rassemblé. C'est-à-dire que si vous allez de là vers là, vous rassemblez, si vous allez de là vers là, vous brisez. Et donc ici, il va falloir faire
un espèce de brisé-rassemblé de tout ça. Voilà. Vous pouvez essayer. C'est assez amusant, en fait, je trouve. Alors, allons-y. Bah, vous voyez qu'on peut, comme P et Q sont irréductibles, distincts évidemment, hein, on peut briser ici, et ensuite on peut rassembler. Alors, je vais prendre toujours les plus hauts degrés. Hein. Donc ici pour P, le plus haut degré c'est P2. Donc je vais prendre P2, je brise. Pour Q, bah, c'est Q3, je brise aussi. Et pour R, c'est R3. Je brise et ensuite je rassemble. D'accord ? Donc je vais avoir, dans mes brisures, je vais avoir CP2, CQ3, CR3, et ensuite, comme ils sont premiers entre eux, je vais les rassembler. Donc maintenant, j'ai ça, ça, ça. Maintenant, qu'est-ce qui me reste ? Ben, P encore. Voilà. Q, le plus haut degré, c'est Q2. Et R, le plus haut degré, c'est R2. Voilà. Donc P, Q2 et R2. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus que PQ. Voilà. Et c'est terminé. J'ai tout pris. Et vous voyez que j'ai brisé, j'ai rassemblé. Maintenant, j'ai des matrices compagnons de ça, ça, ça. Et les polynômes se divisent entre eux. Hein, c'est construit comme ça. Voilà. C'est le brisé-rassemblé. Et si on fait ça ici sur... voilà. Et ici, vous allez avoir finalement la matrice compagnon de juste x moins lambda 1. D'accord, lambda 1, m1 fois, puis lambda 2, m2 fois, etc., jusqu'à lambda k. Ça, c'est des matrices compagnons. Hein. Chaque élément de la diagonale est une matrice compagnon à elle toute seule, et donc vous allez faire un brisé-rassemblé. Donc ça veut dire que P1, ça va être le produit, le premier, le plus grand, ça va être le polynôme minimal, de toute façon, vous vous en doutez, c'est le produit des x moins lambda i de 1 à k. Ok. Mais P2, ça va être quoi ? Bah, quand vous allez éliminer ici, comme on a éliminé ici les x moins lambda i, il va rester que les x moins lambda i dont la multiplicité est supérieure à 2. Donc ici, je vais prendre le produit des x moins lambda i dont la multiplicité est supérieure à 2. Et plus généralement, pi, c'est le produit des x moins lambda i dont la multiplicité, je vais mettre pj plutôt, c'est mieux, dont la multiplicité mi est supérieure ou égale à j. Voilà, donc ça va se diviser, évidemment, vous voyez, ça va filtrer un peu tout ça, parce que vous en avez de moins en moins, donc ça va se diviser, et avec le brisé-rassemblé, ça va prouver que les polynômes invariants de similitude, ça va être ça. Bon, voilà, après on peut poser des tas de questions, mais après, ça va devenir anxiogène, on va s'arrêter là. Bon, allez, c'est terminé.